Aujourd'hui, mythe ou réalité, les items du product backlog doivent être écrits sous le format User Stories. Bonjour, je suis Christian Lapointe et je suis avec ma collègue Sabrina Ferlisi. Aujourd'hui, on va parler des items du product backlog. Salut Sabrina. Salut Christian. Une des questions que les gens ont beaucoup en arrivant dans nos formations Product Owner ou même Scrum Master, c'est cette idée de ah oui, mais en Scrum, les items du product backlog doivent être écrits sous le format User Stories. Qu'est-ce que tu leur réponds? Bah, je leur réponds que dans le Scrum Guide, c'est pas spécifié comment on doit les écrire. Il n'y a pas un format défini. Et donc, non, la réponse est pas besoin d'utiliser le format User Story. Nous, on aime parler de Product Backlog Item. C'est un terme générique pour dire élément. On parle de PBI aussi en cours. C'est un terme générique parce qu'on pourrait trouver n'importe quoi en fait dans notre Product Backlog et le format n'est pas défini. Donc on va parler des fois de, il peut y avoir des expérimentations, il peut y avoir des tâches tout simplement, un besoin très vague qui va pas avoir de format spécifique. Donc on pourrait avoir vraiment de tout dans notre Product Backlog. Ben, ça reste quand même utile, ces fameuses user stories. Qu'est-ce qui fait qu'une user story est utile ou pas? Oui, oui, bien sûr, ça reste utile, mais encore une fois, c'est pas la manière de faire. Donc on va parler de pratiques complémentaires dans ces cas-là. Donc c'est quelque chose qui, bien utilisé, peut être utile. Ouais. Par exemple, dans les, je dirais, heu, mauvaises choses que je peux voir, c'est souvent, les gens l'utilisent comme as a user et puis la suivante as a user et la suivante as a user. Donc en gros, il y a que des user stories avec des as a user. Si on en vient là, éviter d'écrire as a user, ça nous fera moins perdre de temps. Donc on oublie en fait, on perd l'essence de pourquoi on utilise ce format-là, qui à la base est pour, mieux comprendre les besoins de nos utilisateurs et les spécificités de chacun. Donc, quand, par exemple, on va être un administrateur, on va pas avoir les mêmes besoins que, l'utilisateur, non authentifié lambda ou, le père de famille ou que sais-je. Donc c'est vraiment ces spécificités-là qui sont intéressantes de noter pour mieux comprendre, encore une fois, nos utilisateurs. Ouais. Donc, ça aide les développeurs et développeuses de la Scrum Team à dire pourquoi on a besoin de ça, pour qui on fait ça, et ça permet d'amener un peu de créativité, d'innovation, de dire ah, mais si c'est ça le besoin, on peut peut-être répondre de cette façon-là. Donc, on est plus dans le pourquoi que dans le comment. Donc, c'est une bonne façon. Mais, et des fois, qu'est-ce que tu penses des stories dans le product backlog qui sont as a développeur ou as a PO? C'est pas des besoins, ça, ou, Oui, ou t'en oui. es? Souvent ça me fait rire et donc je vais taquiner, un peu les personnes dans l'équipe qui les ont écrites parce que pareil, là on n'a pas un besoin souvent, ce que je vois c'est, des développeurs qui écrivent à l'équipe d'infra pour, ouvrir un firewall ou que sais-je. Ils ont pas besoin d'une user story, c'est pas nécessaire. Simplement, notre équipe a besoin que vous ouvriez le firewall un tel pour telle raison. Donc c'est simplement une tâche. Donc pas besoin de commencer à, rajouter du formalisme juste pour rajouter du formalisme, en fait. Mmh. J'aime bien cette idée dans la formation Professional Scrum Product Owner. On parle que le product backlog doit avoir une certaine transparence, donc ça doit être facile à lire. Puis évidemment, si j'utilise aucun format et chacun des items dans le product backlog a un format différent, ça devient un peu difficile à regarder. Puis en même temps, si je veux pouvoir présenter à mes parties prenantes ce qu'on fait, d'avoir des tâches de développeurs dans le milieu de tout ça qui ont le même format, ça perd de la transparence aussi. Donc est-ce c'est une bonne idée d'utiliser des formats différents pour des besoins différents? Donc, il y a des tâches techniques qui peuvent avoir un certain format, il y a des tâches pour répondre à des besoins de nos utilisateurs et utilisatrices. Donc, du coup, ils ont un format, peut-être en format User Stories. Et il y a des items qui sont plus pour faire de la recherche et développement ou des tâches techniques qu'on met sous le format HDD, Hypothesis Driven Development ou quelque chose comme ça. Et même, il y a des trucs qui sont pas pour tout de suite, mais pour plus tard, mais qui permettent d'amener une vision sur notre product backlog qui serait sous format Epic. Voilà. Mmh. Est-ce que toi, tu as utilisé d'autres formats que celle-là? Qu'est-ce qui te vient?
Enfin, dans celle que tu as nommée, donc il y a la job story, la user story qui est quand même celle que j'ai le plus utilisée malgré tout. Et puis il y a le pas de format où, on s'est juste mis d'accord des infos nécessaires et puis ça nous suffit en fait. Il y a pas besoin d'un format connu quelque part ou reconnu, dans le monde pour l'utiliser. C'est le format interne de l'équipe qui était, suffisant. Donc, enfin, je te rejoins complètement dans l'idée d'amener de la transparence, donc avoir quelque chose qui est à peu près cohérent dans notre product backlog, ça fait complètement sens. Donc, je n'irai pas sur des formalismes complètement différents à droite à gauche. Euh, et je ferai attention à ne pas commencer typiquement une équipe qui démarre en se disant, bon alors on va créer un format pour nos éléments fonctionnels et puis un format pour nos tâches et ainsi de suite. Voyez de quoi vous avez besoin, voyez comment ça émerge. Commencez pas à générer du formalisme pour générer du formalisme. Et donc vraiment, partez sur un format. Ok, c'est utile, pas utile, on l'adapte. Ah ben il nous manque quelque chose. Bon, ok, on va peut-être chercher quelque chose d'autre. On va créer notre propre format qui sera utile. Donc y aller pas à pas. Éviter de faire une usine à gaz au démarrage. Ouais, cette notion qu'on a beaucoup en agilité qui s'appelle good enough en anglais ou suffisamment bon. Est-ce que le but, ce n'est pas de faire de la documentation détaillée, le but, c'est de livrer un produit. Donc trouvons c'est quoi la documentation suffisamment bonne pour nous aider à faire un premier morceau de produit. Et selon le feedback qu'on aura sur le produit, si on n'a pas bien compris le besoin, on améliorera notre documentation. Puis si on a bien compris, ben, arrêtons de perdre du temps à documenter si l'important, c'est de livrer le produit. Donc, j'aime bien de mettre le temps et l'effort au bon endroit et utiliser cette boucle d'empirisme à toutes les sprints. On peut améliorer notre process ou essayer de trouver le bon processus dès le départ où on ne sait pas, en fait. On va se compliquer la vie beaucoup. Super. Quoi d'autre à rajouter autour du product backlog? Tu as parlé des job stories. Quand est-ce que c'est utile, ça? Bon, le format Job Story peut être utile quand typiquement bah, on a un produit qui est plutôt un produit technique, typiquement des batchs ou qui vont avoir des événements pour lequel le user n'est plus l'élément important de notre besoin. Ben, du coup, ça va être un autre format qui va éviter de rentrer dans cette boucle de as a user, as a user, as a user dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est un autre format. Et puis le Hypothesis Driven Development, il me semble que tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de, OK, on va développer ça avec comme hypothèse que ça va générer telle chose. Et ça peut être, par exemple, quand on fait de la recherche et développement ou quand on est encore dans un niveau un peu plus peut-être abstrait où on est en train de tâtonner de la direction dans laquelle on va aller. Donc on veut valider des hypothèses. Ouais. Donc, je pourrais avoir une hypothèse que si on permet à nos utilisateurs, si on offre des mois d'abonnement gratuit à nos utilisateurs s'ils nous réfèrent une autre utilisatrice, ben, ça va augmenter de 5 de notre chiffre d'affaires. Ben voilà, qu'est-ce qu'on a. Fait que c'est ça qu'on travaille. Fait que dans le prochain sprint, ça devient une des fonctionnalités qu'on va faire d'ajouter la référence. Donc, on voit vraiment qu'on est plutôt dans travailler sur la valeur ou sur ce qui va nous amener. Puis j'aime bien, si j'avais un exemple de Job Stories, si c'est un robot qui doit faire des choses, ben, je peux utiliser le format un peu plus. Quand une pièce est à l'envers, je veux que le robot la tourne à l'endroit afin d'éviter un blocage dans la chaîne de montage. Ben, c'est pas, ça pourrait aussi être, en tant qu'administrateur de la chaîne de montage, je ne veux pas que la chaîne, je veux que les pièces soient retournées dans le bon sens afin d'éviter un blocage, mais ça nous amène un peu loin. C'est peut-être plus simple de parler du robot qui fait le boulot plutôt que de l'utilisateur. Donc, Mm. Ouais. cool. Nice. Si on fait un petit recap de tout ça, une petite récapitulation. User Stories, obligatoire en Scrum, non, mais ça reste utile. Hein. Euh, donc, pas obligé d'utiliser User Story, mais ça reste un format utile s'il est bien utilisé. Donc s'assurer de l'utiliser pour les bonnes raisons, pas juste parce qu'on doit. Puis, trouver si c'est quoi le bon format pour nous et pas hésiter à en utiliser deux, trois pour avoir, pour
pour avoir un product backlog qui correspond vraiment aux besoins? Et comment je fais si je veux en savoir un peu plus? On a une formation, dédiée au product backlog management. Donc on va parler entre autres de format d'éléments de product backlog, mais pas que, découpage, transparence, voilà. Et donc si vous voulez en apprendre plus, on a cette formation avec son petit mot doux, PSP BMS, donc Professional Scrum Product Backlog Management Skills. Super. Merci Sabrina. Merci Christian.